Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Inside News. Je suis Soraya, heureuse de vous retrouver pour cette édition du mardi 18 novembre 2025. Une journée qui nous rappelle que la République démocratique du Congo est une nation qui danse sur un volcan où l'écho des stades peine parfois à couvrir le bruit des armes. Entre les victoires diplomatiques qui redessinent les équilibres régionaux et la réalité sécuritaire qui continue de meurtrir l'Est, entre la ferveur qui unit le pays derrière ses héros et les paradoxes qui paralysent notre quotidien, ce soir, nous allons décrypter ensemble les événements qui ont marqué l'actualité. Au cœur de notre journal, la République démocratique du Congo qui hausse le ton. Nous reviendrons sur le sommet de la CIRGL qui a franchi un pas historique en désignant l'agresseur, une avancée majeure mais immédiatement rejetée par Kigali. Dans l'Est, l'horreur a encore frappé. Nous entendrons le cri d'alarme du docteur Denis Mukwege après le massacre de jeunes mères dans un centre de santé au Nord Kivu. Puis, nous partagerons un moment de fierté nationale avec la célébration de nos léopards, reçus en héros par le chef de l'État. Enfin, nous analyserons les réalités de Kinshasa entre une baisse des prix du carburant qui provoque une pénurie et une vaste opération de police qui a paralysé les transports. C'est le sommaire d'une actualité dense, c'est Inside News et ça commence maintenant. La journée a été marquée par une intense activité diplomatique, le gouvernement congolais s'efforçant de traduire en actes sa volonté d'affirmer la souveraineté du pays. Sur le plan intérieur, les institutions poursuivent leurs efforts de réforme et de redevabilité, tandis que l'opposition fait entendre sa voix sur les stratégies de sortie de crise. Au lendemain du 9e sommet de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, le gouvernement congolais affiche sa satisfaction. L'événement majeur est la signature d'un protocole de non-agression et surtout l'adoption d'une déclaration finale qui change la donne. Pour la première fois, l'organisation régionale a appelé explicitement au retrait sans délai du territoire congolais des troupes du pays agresseur en s'appuyant sur la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre de la Coopération régionale, Floribert Anzuluni, a qualifié ce résultat de très grande avancée. Mais le diable et la victoire se cachent dans les détails. Il a précisé, lors d'un point de presse, la nuance sémantique qui change tout. Cette déclaration ne parle pas d'un pays agresseur, mais bien du pays agresseur. Une distinction capitale qui signifie que l'agresseur, le Rwanda, est clairement identifié et non plus une entité vague. 11 des 12 pays membres étaient présents pour valider cette position, l'absence du Rwanda étant particulièrement remarquée. La réaction de Kigali ne s'est pas fait attendre. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a balayé ses conclusions d'un revers de main, qualifiant les résolutions prises à Kinshasa de nulles et non avenues, arguant que son pays ne peut être engagé par un sommet auquel il n'a pas participé. Pendant que la diplomatie s'active, le gouvernement poursuit ses réformes internes. Le ministre des Relations avec le Parlement, Guy Loando, a présenté aujourd'hui le bilan de ses 100 premiers jours. Il a mis en avant 3 initiatives clés visant à renforcer le dialogue entre l'exécutif et le législatif. L'Académie parlementaire de la RDC, APA-RDC. Une structure de formation pour moderniser l'action des élus et des cadres institutionnels, le mécanisme national de redevabilité gouvernementale, un outil pour assurer un suivi rigoureux et transparent des engagements du gouvernement, le magazine institutionnel, l'hémicycle, une plateforme de communication pour rendre l'information institutionnelle plus accessible aux citoyens. Sur le front de l'opposition, Martin Fayulu a pris la parole aujourd'hui pour rejeter fermement l'accord cadre de Doha, qu'il considère comme une tentative de contourner le droit international. L'opposant appelle au respect strict de la résolution 2773 de l'ONU, qu'il qualifie de seul instrument légitime et contraignant. Selon lui, toute discussion en dehors de ce cadre affaiblit la position juridique de la RDC et risque de légitimer les revendications du M23. Mais pendant que la diplomatie s'active et que le débat politique se poursuit à Kinshasa, la réalité sur le terrain dans l'est du pays reste tragiquement marquée par la violence.
Malgré les efforts diplomatiques, l'Est de notre pays reste un théâtre de conflits où les populations civiles paient le plus lourd tribut. Chaque jour apporte son lot de nouvelles tragiques, provoquant l'indignation nationale et parfois un écho international. L'indignation est le mot qui résume le sentiment national après la découverte du massacre perpétré au centre de santé de Byambwe, au nord Kivu dit que 7 personnes y ont été tuées de manière barbare. Parmi les victimes, 11 jeunes mères ou femmes enceintes retrouvées égorgées dans leur lit. Face à cette atrocité, le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, a exprimé sa colère et son effroi. Qualifiant ces actes de pire des crimes, il dénonce ce qu'il appelle un génocide silencieux du peuple congolais. Le docteur Mukwege a lancé un appel vibrant à la communauté internationale. Le monde ne peut tolérer cela. Il y a urgence à agir, a-t-il déclaré, réclamant que les responsables soient poursuivis et les civils enfin protégés. Au sud Kivu, le trafic sur l'axe stratégique Bukavu-Miti-Ombo a été totalement paralysé aujourd'hui. Des combats intenses ont opposé les rebelles du M23 aux combattants Wazalendo dans le territoire de Kabaré, semant la peur et bloquant toute activité économique dans la région. Toujours à Kabaré, le corps sans vie du chef rebelle Chance Mionia a été découvert à côté d'une arme. Des tirs avaient été entendus la veille et la présence d'éléments du M23 avait été signalée dans la zone, laissant planer le doute sur les circonstances de sa mort. Dans un geste de coopération notable, l'Ouganda a officiellement remis aux autorités congolaises plusieurs soldats des FARDC qui s'étaient réfugiés sur son territoire après la chute de plusieurs localités du Nord Kivu. Un acte qui contraste fortement avec les relations tendues que Kinshasa entretient avec le Rwanda. À Ituri, la situation a été tendue à Mambasa, où des tirs de soldats ougandais de l'UPDF, protestant contre des soldes impayés, ont provoqué une brève panique au sein de la population. Le calme est depuis revenu. Enfin, le phénomène de la justice populaire continue de préoccuper. À Kazumbalesa, dans le Haut-Katanga, 2 présumés voleurs ont été brûlés vifs par la population. Le maire de la ville, André Kapampa, a fermement condamné ces actes, mais face à cette tragédie, des voix s'élèvent pour demander le renforcement des dispositifs sécuritaires dans la ville. Cet événement, ainsi qu'un braquage à Nsele à Kinshasa, a ravivé l'appel au renforcement des patrouilles policières. Ces défis sécuritaires ont des répercussions directes sur l'économie du pays, notamment sur son secteur le plus stratégique, les mines. L'économie congolaise a présenté aujourd'hui son visage le plus paradoxal. Entre un drame humain dans une mine artisanale, un accident d'avion évité de justesse pour le ministre du secteur et une mesure gouvernementale aux effets totalement inattendus pour les automobilistes quinois. La province du Lualaba a été le théâtre d'une double actualité dramatique. D'abord, la confirmation d'une tragédie sur le site minier de Mulonda. Un éboulement a causé la mort de nombreux creuseurs artisanaux, le bilan officiel provisoire faisant état de 35 décès confirmés et 2 blessés. C'est pour gérer cette crise que le ministre des Mines, Louis Watoum, se rendait sur place. Mais sa mission a failli tourner au drame. L'avion qui le transportait avec sa délégation est sorti de la piste à l'aéroport de Kolwezi et a pris feu miraculeusement. Tous les passagers ont pu être évacués à temps et il n'y a eu aucune perte en vie humaine. Le ministre a pu, malgré tout, poursuivre sa mission et se rendre sur le lieu du drame minier. À Kinshasa, une bonne nouvelle s'est transformée en casse-tête pour les usagers de la route. Le gouvernement a annoncé une baisse des prix du carburant. L'essence est passée de 2 690 à 2 440 francs congolais. Le gasoil est passé de 2 680 à 2 430 francs congolais. Mais la conséquence a été immédiate et inattendue. Pour ne pas vendre à perte leur stock acheté à l'ancien prix, de nombreuses stations-service ont tout simplement fermé leurs pompes. Résultat, une pénurie artificielle, de longues files d'attente devant les rares stations ouvertes et la colère des automobilistes. Et pourtant, au milieu de ces paradoxes qui paralysent le quotidien, l'État affiche une santé financière surprenante, signe d'une économie à 2 vitesses qui peine à irriguer la vie de tous les Congolais.
Le ministre des Finances a annoncé un taux de réalisation de 95% des recettes internes pour l'année 2024, un signal fort de la performance des régies financières qui viennent de renforcer leur collaboration avec l'Inspection générale des finances. Enfin, une nouvelle qui témoigne du dynamisme local nous vient de Mbuji-Mayi. La capitale du Kasaï oriental connaît un véritable essor de son secteur hôtelier, transformant le visage de la ville, créant des emplois et stimulant toute l'économie locale. Ces dynamiques économiques et ces défis sécuritaires ont bien sûr un impact direct sur la vie quotidienne des Congolais, comme nous allons le voir dans notre segment Société. Ce segment nous plonge dans les réalités quotidiennes de nos concitoyens, marqué ce mardi par un véritable chaos dans les transports à Kinshasa, mais aussi par des avancées significatives dans les secteurs de la justice et de l'éducation. La journée a été un véritable calvaire pour des centaines de milliers de Kinois. La cause, le lancement par la police d'une vaste opération de contrôle des permis de conduire. Craignant les contrôles, de très nombreux chauffeurs de taxi et de bus, souvent en situation irrégulière, ont préféré garder leur véhicule au garage. Les conséquences ont été désastreuses. Les transports en commun ont quasiment disparu. Des colonnes de piétons étaient visibles le long de l'avenue Colonel Mondjiba. Des centaines de Kinois étant contraints de parcourir de longues distances à pied. Des embouteillages monstres se sont formés au point de contrôle, paralysant encore plus la circulation. Les conducteurs de taxi-moto, rares eux aussi, en ont profité pour tripler leurs tarifs, aggravant la détresse des usagers. Le secteur de la justice enregistre une avancée majeure. Le Conseil supérieur de la magistrature a lancé aujourd'hui à Lubumbashi la formation de 374 nouveaux magistrats. Il s'agit de la deuxième vague d'une cohorte de 5000 lauréats du concours de 2022, après une première promotion de 2500 déjà formés. Cette nouvelle vague porte le nombre total de magistrats en RDC à plus de 8000, un renforcement significatif pour l'appareil judiciaire. Lors de la cérémonie, les hautes responsables du secteur ont rappelé aux nouvelles recrues leur devoir de discipline et d'intégrité. Toujours à Mbuji-Mayi, le projet Perse a été lancé. Doté d'un budget de 130 000 $, il vise à améliorer l'accès à une éducation de qualité et surtout à lutter contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Un numéro vert, le 178 Allo École, a été mis en place pour permettre de signaler les abus et de suivre les plaintes. La situation sanitaire reste une préoccupation majeure, notamment dans les provinces de l'Est, où les crises humanitaires et les déplacements de population créent un terrain fertile pour la propagation des épidémies. Le Nord Kivu fait face à une nouvelle alerte sanitaire. Une résurgence de l'épidémie de choléra est signalée dans la zone de santé de Masisi. Les chiffres sont préoccupants. En 2 mois, 40 cas et 3 décès ont été recensés. Les autorités sanitaires locales, menées par le docteur Lucien Kandundao, expliquent que la situation est aggravée par le contexte sécuritaire qui limite l'action humanitaire et par le manque criant d'accès à l'eau potable. Un appel a été lancé à la population pour qu'elle respecte scrupuleusement les mesures d'hygiène de base. Et nous terminons ce journal sur une note de joie, de fierté et d'unité. Car dans un quotidien parfois difficile, le sport, et plus particulièrement le football, reste un puissant vecteur d'espoir et de rassemblement pour toute la nation. Après leur victoire historique contre le Nigeria, c'est hier, lundi, que les Léopards ont eu droit à un accueil triomphal à Kinshasa. Un véritable carnaval spontané a envahi les rues de la capitale pour célébrer le retour des héros nationaux. Le point d'orgue de cette célébration a été la cérémonie organisée au Stade des Martyrs en présence du président de la République, Félix Tshisekedi. Dans une ambiance festive, le chef de l'État a rendu un vibrant hommage aux joueurs. Il leur a adressé un message plein d'ambition. « Je pense qu'on va faire mieux qu'en 1974 », a-t-il déclaré en référence à la dernière participation de notre pays à une Coupe du Monde.
Le président a promis de mettre l'équipe nationale dans les meilleures conditions pour aborder les barrages intercontinentaux, dernière étape avant le mondial 2026. Plus qu'une victoire sportive, cet exploit est perçu dans tout le pays comme un puissant symbole d'unité et de résilience. Voilà ce qui conclut notre édition. Une journée qui nous a emmenés des couloirs de la diplomatie où la RDC a marqué des points décisifs, aux routes boueuses de l'Est où la paix se fait toujours attendre. Une journée qui a vu la capitale paralysée par ses propres contradictions, mais qui a aussi vibré à l'unisson derrière ses léopards. C'est tout le paradoxe d'une nation qui vit sur une ligne de crête entre l'abîme et l'espoir. Comprendre cette complexité, analyser les faits au-delà des émotions, c'est la mission que nous nous donnons chaque soir ici, sur Inside News. Car s'informer auprès de sources fiables n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour chaque citoyen qui souhaite comprendre les enjeux de notre nation et participer à la construction de son avenir. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée et vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition d'Inside News.